Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. Est-ce que vous vous êtes bien gavés de galettes et de gâteaux des rois ? J'espère, parce que dès le début du mois de janvier, on veut nous mettre à la diète. Mais là, ce coup-ci, si vous avez fait vraiment provision de gâteaux et de galettes, on va vraiment s'y être. Parce qu'il y a deux mots que l'on entend et qui sifflent à nos oreilles, que l'on entend partout au moment de janvier, c'est Dry January. Ça, c'est de l'anglais, ça veut dire le janvier à sec, hein, c'est-à-dire sans alcool. Et puis un autre truc, la grande détox. Ah, la détox de janvier, ça, il serait peut-être temps de s'y mettre à la moitié du mois. Hein, on va le faire ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors, figurez-vous que quand on parle de détox, ça veut dire se détoxifier, hein, donc après ces agapes un peu trop gras, un peu trop sucrés, voire même un peu trop salés, mais enfin surtout, c'est surtout le côté riche, le côté gras qui nous gêne. On cherche tous comment, se remettre un petit peu en forme. Alors, souvent, quand on dit détox, il y a une sorte de relent de végétarisme, voire même de véganisme, hein, parce que on pense détox, on pense Pokéball, on pense salade, on pense petite verdure. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, il y a un produit animal, un produit carné, j'ai envie de dire, qui répond quand même au cahier des charges de la détox. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non. Si je vous dis Crassostrea gigas, c'est le nom de la bestiole. Ça y est, vous y êtes ? Mais oui, les huîtres ! Ben bien sûr, les huîtres. C'est le moment de se détoxifier aux huîtres parce que c'est très bon. Et d'ailleurs, j'ai passé tout de suite un coup de fil à Quentin Ovise du côté de l'étang de Thau. Bonjour Quentin. Salut. Quentin, cette huître, c'est vrai que c'est un produit détoxifiant, c'est un produit qui est bon pour la santé. Ah oui, bien sûr, c'est un produit qui n'est pas gras, qui est riche en protéines, riche en zinc. Enfin, c'est un produit idéal pour tout ce qui est détox, pour fitness aussi. Ouais. C'est vraiment pour le mois de janvier, pour se purifier, se détoxifier, c'est parfait. J'aime bien l'idée du fitness parce que c'est vrai que lorsqu'on pense à l'entraînement de nos athlètes, qu'ils soient simplement des athlètes sportifs ou même des culturistes ou des gens qui cultivent leur corps d'une manière ou d'une autre, on parle souvent du blanc de poulet et des blancs d'œufs, la protéine pure. Mais on oublie l'huître. L'huître, c'est presque aussi ça, hein. Ah, mais c'est complètement aussi ça. C'est bien différent par rapport au poulet, c'est sûr, mais on reste sur un produit protéiné, riche en zinc, vraiment idéal pour les sportifs aussi. Et en plus, avec des bons oligo-éléments, on va le voir tout au cours de l'émission. Alors, Quentin, je vous ai appelé vous, parce que, avec votre femme, avec Emeline, Quentin et Emeline, c'est devenu une marque de l'huître de l'étang de Thau. Vous avez beaucoup souffert au moment des fêtes. C'est pour ça que je voulais démarrer cette émission avec vous. D'abord, pour faire un état des lieux. L'étang de Thau a été frappé d'interdiction de vente à la suite de quoi ? Alors, on a été donc fermé juste avant le jour de l'an, suite à des contaminations au norovirus. Alors, le norovirus, qu'est-ce que c'est ? C'est le virus de la gastro, en fait, qui s'est retrouvé dans l'étang. Aïe. Donc, pour faire simple, le problème ne vient ni des huîtres ni de l'étang, mais il y a eu une contamination due à quelque chose, certainement aux égouts, aux eaux usées. Les eaux usées venant de Sète, par exemple ? A priori, ce n'est pas sûr, mais a priori, ça viendrait de là. Ça serait pas la première fois. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se bat pour que cela n'arrive plus, car forcément, derrière, il y a une perte sèche. Il y a aussi les consommateurs qui en pâtissent de la situation. Donc voilà, c'est un sujet qui est délicat, mais qui est en cours j'ai envie de dire, on est en train de chercher des solutions pour que ça n'arrive plus. Donc pour le rappeler, et en cela vous avez toute ma sympathie, et pas que la mienne, on peut dire qu'au moment de la Saint-Sylvestre, à un moment où c'est le pic de la vente des huîtres en France dans l'année, vous avez été interdit de vente, et tous vos confrères de l'étang de Thau. C'est ça, c'est vraiment tout le temps de Thau qui a été touché, et ce qui est malheureux, c'est que ça arrive vraiment à un moment crucial dans l'année pour nous, hein. Donc Noël et jour de l'an, donc Saint-Sylvestre, c'est vraiment les deux dates où c'est un peu l'équivalent de nos vendanges à nous. C'est ça. Donc le fait qu'on soit coupé net dans notre travail, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont en pâtir. C'est une perte sèche qui est vraiment très très colossale. C'est vraiment. Qu'est-ce que vous avez concrètement, vous avez pu en vendre à Noël?
donc. Et au moment de l'interdiction, est-ce qu'il y avait des huîtres qui étaient déjà conditionnées et qui échappaient à cette interdiction de vente pour la Saint-Sylvestre ? Alors oui, toutes les huîtres qui ont été conditionnées, de mémoire, je ne me souviens plus exactement d'arrêté, il me semble que c'est avant le 19 décembre, donc tout ce qui était sorti de l'eau avant, donc mis en bassin en circuit fermé, ont pu être vendus. Voilà, donc ceux qui avaient la capacité de stockage pour pouvoir faire Noël, jour de l'an et même peut-être plus, ont pu continuer à vendre. Mais après, tout ce qui est petite entreprise, petits producteurs ont plus de difficultés car moins de capacité de stockage et donc forcément ça touche quand même beaucoup de producteurs. Et ça touche particulièrement les tantôt. Je sais que aussi l'année dernière, il faut parler du bassin d'Arcachon. Ça touche les tantôt parce que c'est une petite mer intérieure et qu'évidemment les phénomènes de contamination ou de pollution sont amplifiés par le fait qu'il n'y ait pas ces marées qui lavent un peu l'eau du bassin. Alors c'est un sujet, tout ce qui est milieu lagunaire est plus sujet à ce genre de contamination si c'est mal géré, ça c'est sûr. Mais normalement, à aucun moment c'est censé arriver, à partir du moment où le réseau d'eau usée est bien géré, exactement. Ça peut être n'importe où, mais forcément il y a un côté un peu plus, c'est plus à risque. C'est plus à risque forcément. Bah oui, puisque évidemment quand vous parlez d'eau usée, lorsqu'on est sur un littoral ouvert, les eaux usées ne restent pas confinées dans un milieu marin comme les tantôt, puisque Sète et la ville de Sète est importante et juste en face de vos parcs. Exactement, donc la ville de Sète est juste en face, mais après, quand même, il y a un énorme effort qui est fait sur tout le réseau depuis plusieurs années, justement depuis 2022, il y a eu un premier souci, mais il reste encore quelques soucis à régler. Malheureusement, c'est tombé cette année. En plus, il n'y avait rien qui était avec nous ce jour-là parce qu'on avait un courant rentrant, on avait le courant de la mer qui est rentré dans les temps, donc ce n'est pas parti justement. Aussi, il peut y avoir ce facteur-là, si le courant est sortant, tout va bien, si le courant est rentrant... ça lave un peu les eaux. Exactement. Quentin, est-ce qu'on estime les pertes, alors je parle des vôtres, mais globalement celles de l'étang sur la vente de fin d'année qui a été donc interrompue et interdite ? Alors en pourcentage, c'est très différent suivant les entreprises. Bien sûr, j'imagine. Mais je pense qu'on doit tourner autour entre 10 et 15% de pertes sèches sur le chiffre d'affaires annuel. Oui, c'est énorme parce que déjà, on peut dire que les fêtes, ça représente à peu près 40%, non, de vos ventes. C'est ça. Alors c'est très variable. Il y en a certains, ça peut représenter 60%, d'autres 30%, c'est très variable. Mais généralement, c'est vraiment la très grosse partie du chiffre d'affaires de l'année. Pas loin de la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Exactement. Voilà, on peut dire 30 en été, 40 à 50 au moment des fêtes, et le reste, ça s'égrène tout au long de l'année, quoi. Oui, c'est ça. Je trace des traits pour que ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu le risque que vous prenez quand vous dites des vendanges. Voilà, c'est ça, c'est le travail d'une année qui peut être ruiné par ce genre de décision, mais qu'on comprend bien, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas plaisanter avec l'huître. Vous avez toujours cette suspicion de contamination. Beaucoup de gens vous disent, enfin pas beaucoup, heureusement, parce que ça reste quand même un produit très consommé et aimé, mais on entend souvent des gens qui disent, non, moi je mange plus d'huître, j'ai été une fois malade, j'ai été une fois touché par une gastro ou je sais pas quoi, et donc après c'est à vie qu'on perd des clients. C'est ça, c'est à vie, c'est pour ça qu'on fait toujours très attention. D'ailleurs, c'est pour ça que au moindre doute, on ferme pour éviter la contamination. Et le problème, c'est que en fait, les contaminations arrivent souvent en même temps, même tout le temps en même temps qu'une épidémie de gastro. Et c'est là où ça devient très compliqué après de savoir si ça vient de l'épidémie. Si c'est la cause ou la conséquence, oui. C'est un travail qui est horrible pour la DDPP et l'ARS car ils essayent de démêler le vrai du faux. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et parfois, les huîtres ont bon dos en disant c'est peut-être les huîtres, donc du coup on va fermer. Et donc voilà. Alors l'avantage de l'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que quand ça ressortira, enfin quand ça va réouvrir, on peut être tranquille avec les huîtres de l'étang de Thau, parce qu'elles sont tellement sous le microscope des autorités sanitaires que on peut être tranquille, on peut y aller. Exactement, dès qu'on annonce l'ouverture, c'est qu'il y a zéro risque. Oui, c'est ça. Au moins, elles sont monitorées en permanence, plus que d'autres bassins qui sont plus importants et qui sont moins sujets, effectivement, à ce genre de problème et qui donc peuvent passer au travers des contrôles. Quentin, quand est-ce que justement la réouverture est prévue ? Alors,
A priori, ça serait donc à la fin du mois, voire un petit peu avant. Là, on attend les derniers résultats. D'accord. Donc pas la date exacte encore. Oui, mais donc tout le monde est suspendu en fait à l'arrêté de l'arrêté. C'est ça, exactement. On doit attendre le feu vert de la DDPP. Celui-ci se prononce pas car ils sont encore en train de faire des tests et on attend toujours avec impatience le résultat. Est-ce que pour autant, est-ce que la saison vous laisse un goût amer ou est-ce que vous avez encore tout le temps de vous rattraper si les gens sont solidaires? D'ailleurs, je suppose que à l'annonce de cette interdiction, vous avez eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux et même de voisins pour vous soutenir. Alors, on a eu un élan de solidarité qui est vraiment énorme, que ce soit sur les réseaux ou dans l'entourage, etc., ou même la clientèle, tout simplement, des messages en pagaille de soutien. Ouais. Ensuite, ce qui n'est pas vendu, alors le produit n'est pas perdu car les huîtres sont remises à l'eau, tout simplement. Ah oui, vous les remettez, oui. Mais les non-ventes se rattraperont pour la plupart pas. Puisque bien sûr. Sèche, voilà. Ouais. On est plus. Bon, il y aura quand même un élan de solidarité, mais je ne pense pas que ça rattrape le manque à gagner. En tout cas, vous savez que nous, on les aime, les ostréiculteurs, ceux qui nous écoutent aussi, et on rappelle que vous êtes des éleveurs, hein. Parce qu'on parle beaucoup d'éleveurs bovins, de problèmes agricoles. Vous faites partie de cette famille de l'agriculture française et des éleveurs, hein, puisque vous êtes éleveur d'huîtres, on peut dire. Hein, exactement, on est éleveur. On est plus éleveur qu'agriculteur. Enfin, on est un mélange des deux. Ouais, c'est ça. Allez, restez avec moi parce que j'ai un camarade à vous d'une autre région dans le quart d'heure qui suit. Vous allez pouvoir le saluer en direct. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, vous savez que ce matin, on parle de détox, hein, de se détoxifier de toute cette richesse. Moi, j'ai pas besoin, hein, j'ai mangé très léger au moment des fêtes, mais je sais que je pense à vous, voilà. Je pense à vous qui avez besoin de faire une petite diète d'après les fêtes. Et dans les produits détox, comme je le disais, on pense pas forcément salade, carottes, choux. Hein. Il y a des produits carnés et notamment une chair animale qu'on adore, c'est l'huître. Et c'est pour ça que je voulais y consacrer cette émission ce matin, parce que l'huître, ce n'est pas qu'au moment des fêtes. Voilà, moi j'aime bien être toujours un petit peu pas trop conventionnel. Je me dis, l'huître, les ostréiculteurs, ils ont besoin qu'on en parle après les fêtes, pour dire qu'elles sont encore bonnes, en janvier, en février, en mars. Et puis, on attend l'été après, et puis l'été, on aime bien, quand il fait chaud, se mettre sur le banc d'un écaillé, assis devant, tiens, par exemple, sur le bord de la rivière du Crac. Ah bah oui, sous une paillote, avec un peu d'huître dans un plateau de glace. C'est ce qu'il nous propose Jeff Quintin qui est au téléphone. Bonjour Jeff. Bonjour Vincent. J'ai bien résumé à Saint-Philibert la façon dont la maison Quintin reçoit ses visiteurs. Tout à fait, on a un joli espace dégustation au bord de la rivière de Crac qui ravit tous les amateurs d'huîtres. Alors la rivière de Crac, attention, hein, c'est en vente libre, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait jouable, c'est un nom breton, hein, il ne s'agit pas d'autre chose. En tout cas, j'avais envie d'être dans le Morbihan aussi ce matin pour parler des huîtres, parce que Jeff, il y a un garçon qui est avec nous au téléphone depuis le début de l'émission, que vous connaissez bien, c'est Quentin Ovise. Tout à fait. Bonjour Quentin. Salut, j'espère que tu vas bien. Quentin, il voulait rester quelques minutes pour vous saluer. D'abord, c'est la preuve que d'un terroir à l'autre, là, on peut pas faire grosso modo tellement plus éloigné que entre l'étang de Thau et la baie, enfin en dessous du Morbihan, là près du golfe du Morbihan, et je me disais, il y a une solidarité, justement. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Jeff Quintin, qui n'étiez pas impacté, quand vous avez vu que l'étang de Thau était frappé d'interdiction au moment de la Saint-Sylvestre ? Tout d'abord, on a envoyé nos encouragements à nos collègues de l'étang de Thau. Il faut savoir qu'on est une grande famille dans les huîtres. On est des passionnés de produits de la mer. Et c'est vrai que quand on a des collègues qui sont dans l'embarras à la veille du réveillon, ça nous fait mal au cœur. Oui, ça veut dire qu'on est plus des collègues que des concurrents, parce qu'en fait, le marché de l'huître, il n'y a pas une concurrence violente, il y a de la place pour tout le monde en France ?
Moi, je pense qu'elle est place pour tout le monde. La concurrence, de toute façon, dans tous les cas, est saine. Ça va être de se remettre en question. Et saine comme l'huître et l'eau. Tout à fait. Saine et pleine de protéines comme l'huître. On est d'accord. Et quand on est producteur, alors là, vous êtes dans le Morbihan, qui est un autre berceau de l'huître en France. Est-ce que vous dégustez? Enfin, quand vous voyagez, vous allez justement les Tantôt, Arcachon, je sais pas, en Normandie. Vous goûtez les huîtres des autres pour faire la différence? Tout à fait. Moi, je pars du principe on est sur des miroirs comme le terroir pour le vin. Ouais. Les huîtres, j'en déguste partout en France. J'ai eu la chance de voyager en Asie, aux États-Unis, où j'en déguste également. Et chaque miroir a une particularité. Ouais. Et chaque huître a une saveur. Même un parc à 200 mètres de l'humain a une saveur totalement différente. Parce que il y a le travail de l'homme. Il y a l'environnement, l'écosystème qui joue un rôle énorme. Et donc, c'est très intéressant de déguster les produits qui existent en France. Alors, on disait, voilà, il y a un miroir particulier sur les Tantôt avec cette petite mer intérieure, en quelque sorte, une lagune. Vous, c'est très différent parce que vous êtes sur le bord l'embouchure d'une rivière. Tout à fait, on est basé en rivière de Crac, on a la baie de Quiberon comme voisine, et donc on est vraiment brassé par les courants et les nutriments de l'Atlantique, ce qui permet d'avoir un produit qui est riche en iode, et on a ce côté charnu et gras de l'huître qui arrive par les apports telluriques des rivières. On n'a pas parlé, Quentin, puisqu'il est encore en ligne avec nous, on n'a pas parlé du goût ou de la particularité des huîtres de l'Étang-de-Thau par rapport à ce que disait Jeff Quintin, par exemple. Alors la particularité des huîtres de l'Étang-de-Thau, ça va être vraiment ce côté déjà plus salin. Enfin, ça dépend de la météo, mais ça va être souvent plus salin. Parce qu'il y a une concentration plus forte en sel dans l'étang. Tout dépend de la période, mais généralement on a quand même une concentration en sel un peu plus supérieure à celle de l'océan. En plus de ça, on a aussi un côté très iodé, très charnu aussi. Et on a une eau qui est très riche. Le fait que ça soit fermé n'a pas que des avantages, aussi des avantages. Donc on a une concentration en phytoplancton, donc le nutriment de l'huître, très élevée. Donc pareil, on a des huîtres qui vont être très charnues, avec beaucoup de caractère. Mais dans tous les cas, comme disait Jeff, les huîtres de toute la France ou du monde entier sont excellentes. Elles ont toutes leurs singularités. Il faut surtout pas hésiter à toutes les goûter. Voilà, merci beaucoup mon cher Quentin Ovise, je vais vous libérer, retourner sur les parcs, surveiller un petit peu de loin en attendant la rouverture de votre réseau de distribution des huîtres de l'Étang-de-Thau ainsi que vos collègues. Et bonne journée à vous. Bonne journée, bon dimanche, bye. Retour dans le Morbihan sur le bord de la rivière du Crac. Jeff Quintin, la particularité de chaque huître, c'est ce qu'on rencontre et c'est ce qu'on connaît quand on est amateur d'huîtres, parce que effectivement on a des terroirs extrêmement riches, des miroirs. Je dis toujours terroirs, mais oui, enfin c'est quand même sur la terre, en tout cas à marée basse. Et vous avez en plus une façon de travailler vos huîtres, parce que c'est ça que vous mettiez en avant. Vous disiez à 100 mètres de chez moi, c'est pas le même goût. Quelle est votre façon de travailler l'huître ? Notre façon de travailler, elle est vraiment particulière parce qu'on a des huîtres élevées sur des parcs découvrants, des parcs sur estrans, donc comme nos collègues en Normandie ou en Charente. Donc ça donne une huître fine ou spéciale. Il faut savoir que les huîtres, il y a différentes qualités de chair, différents taux de chair dans l'huître. Donc il y a la fine et la spéciale élevée de façon traditionnelle. On a en baie de Quiberon des parcs à l'état sauvage où elles sont posées, jonchées sur le sol, donc aussi bien de l'huître creuse que de l'huître plate de la Pelon. Tout à fait. Et notre particularité, c'est qu'on a des huîtres en panier, ce qu'on appelle des paniers australiens. Donc c'est un type d'élevage une sorte de cylindre qui balance. Tout à fait. On a un cylindre qui est tendu sur un câble, pour faire schématique. Et donc, on a le cylindre qui bouge naturellement avec l'eau qui descend et l'eau qui monte, les courants, et on met une très faible densité, on met 50 huîtres dans le panier, dans le casier, au lieu de 150 huîtres pour une poche traditionnelle, ce qui permet de faire une huître qui est très charnue. Il faut savoir elle se muscle, en quelque sorte. Elle fait de l'exercice de la salle. Tout à fait. C'est la musculation pour l'huître. L'huître, elle se balance toute la journée. Donc, c'est comme un arbre auquel vous allez couper les branches tous les matins. L'arbre, il va se fortifier, il va être très beau. L'huître, c'est exactement pareil. Plus elle va rouler, plus la coquille va se casser, se raboter, plus elle va se galber. Et il faut savoir que l'huître a une mémoire de forme. Donc, plus elle va se galber, plus elle va continuer à créer un joli galbe et une huître abondante, une chair abondante à l'intérieur. L'huître a une chair à mémoire de forme.
La coquille à mort de faim. Ah, la coquille, c'est incroyable ça, là, j'apprends un truc là. Mais moi, j'adore l'idée qu'elle se plie en définitive pour être hydrodynamique, en quelque sorte. Elle se met dans le lit du courant, quoi. Tout à fait. Et plus elle va se raboter au bord du cylindre et elle va continuer à créer son galbe et sa coquille va être très ronde. On fait des petites boules qui sont vraiment très charnues. Et ça, c'est vraiment le summum parce que l'huître, elle a ce goût iodé, ce peps breton qui vous envahit au début de la dégustation. Et suite à ça, vous avez vraiment le côté gras et charnu de l'huître, légèrement sucré. Donc ça donne une huître qui a un équilibre en bouche qui est parfait. D'ailleurs, je le dis à ceux qui sont amateurs d'huîtres comme moi, mangez le pied, enfin ce pied que l'on coupe quand on sépare le chapeau, il faut le manger parce que c'est là qu'il y a le côté sucré et croquant, pas dans le manteau évidemment. Le manteau et les branchies sont chargés en sel, mais l'arrière de l'huître, ce qu'on appelle la réserve en glycogène, après je rentre dans les détails, mais qui donne le côté sucre de l'huître. Mais la noix, il faut savoir que on cherche des nouveaux palais en France. L'huître est boudée certains mois de l'année. Il faut faire goûter les huîtres aux enfants et faites goûter juste le tendon à vos enfants. C'est comme une mini noix de Saint-Jacques. Comme un mini petoncle. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment pour appâter les enfants, c'est parfait. Et les parents mangent tout le reste. C'est ça. On va faire ça comme ça. Encore un mot. On parle là, les huîtres dont on parle sont les huîtres creuses. C'est le principal vente. Mais vous avez dit huîtres plates. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de la rivière, le Riec. Sur Belon, là, le Belon. Vous en faites de la plate. C'est même un ADN très fort en Bretagne d'avoir de l'huître plate. Tout à fait. Il faut savoir que la rivière du Belon est emblématique et je salue mes collègues du Belon en ce dimanche matin. L'huître, elle est captée, élevée, affinée en Bretagne. C'est une Belon. On a la Belon à Cancale, la Belon en rivière du Belon, la Belon en baie de Quiberon. Chaque endroit, entre guillemets, a sa petite Belon à elle. Et on a ce produit qui est vraiment très fin en bouche, très, très croquant, très fort en iode. Et c'est vraiment un petit bonbon du dimanche matin, ça. Ah, j'aime bien quand vous parlez de bonbons, cette petite douceur là qu'on s'octroierait bien ce matin, ce dimanche matin. D'ailleurs, c'est très bien là, on approche de 10h30. C'est l'heure pour commencer les huîtres, avec malheureusement probablement du blanc sans alcool. On en verra à la fin de l'émission parce que on fait un spécial détox et dry January. Enfin, moi, c'est pas mon truc à moi, mais je le dis quand même. Il faut savoir quoi boire avec les huîtres. Merci beaucoup, Jeff Quintin, d'avoir été avec nous. On va voyager un petit peu plus haut, on va aller du côté des terroirs de la baie de Seine, en Normandie. Vous allez voir la diversité. Jeff, on vous souhaite une belle saison qui continue pour l'huître. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Et on continue notre January Detox. Notre détox de janvier à base d'un produit qu'on adore et qu'il ne faudrait pas oublier une fois les fêtes passées, sont les huîtres. Eh oui, les huîtres c'est bon pour la santé, figurez-vous. Oui, il y en a qui le découvrent encore. Alors c'est vrai qu'il y a quelques réticences parfois. Et puis les ostréiculteurs sont des éleveurs qui ne font pas qui font pas de mal à l'écologie de la planète. Voilà, il faut le savoir. On dit toujours, oui, la chair animale, dès qu'on mange des produits animaux, ça fait du mal à la planète. L'élevage, voilà. On a les ostréiculteurs, sont des éleveurs qui font un produit qui est bon pour la planète en même temps que bon pour notre table. Et je suis en ligne avec Wilfried Petry. Bonjour Wilfried. Bonjour Vincent. Wilfried, vous êtes ostréiculteur à Saint-Valahougue, au bout du Cotentin, voilà, pour faire simple, sous Barfleur. Au centre du Cotentin, tout à fait, dans les très beaux paysages entourés par les tours Vauban. Ah voilà, c'est vrai que c'est magnifique. Et alors, c'est un peu le bout de la baie de Seine. Quand on a remonté les plages du débarquement et qu'on continue, on arrive à Saint-Va. Tout à fait. Nous sommes au bout. On a des parcs qui vont du nord des plages de débarquement d'Utah jusqu'à la baie de Serre. Donc c'est Tatiou, Saint-Valahougue, qui était la ville préférée des Français selon Stéphane Bern il y a quelques années. Absolument, et pas très loin. Vraiment des terroirs qui sont restés super sauvages. Le bout du Cotentin là-haut. C'est une belle Normandie qu'on adore. Alors, je vous pose tout de suite la question parce que tout à l'heure on a eu Quentin Ovise à l'étang de Thau avec leur interdiction
qui leur a fait très mal au moment de la Saint-Sylvestre. Mais vous avez eu un autre événement qui a frappé la semaine dernière, c'est la tempête à Goretti. Alors, vous étiez aux premières lignes, vous n'avez pas trop souffert ? Donc effectivement, on a eu plus de 200 km/h de tempête. Ah bah oui, là, le Cotentin a été battu par le vent, oui. Bien balayé. Mais on est un métier de bord de mer. On savait qu'elle arrivait, cette tempête, et puis on a un peu tout mis à l'abri. Il y a peut-être, on a à peu près un peu plus de 200 000 poches. D'accord. Donc on a que 5% qui étaient balayés par le vent. Ouais. Enfin 5% de 200 000. Ouais. Donc on a passé 2 jours à tout remettre. Aller chercher des poches qui s'étaient échappées, on va dire, de leur parc. On a tout remis sur le droit chemin. Bon, ça c'est bien. Et il faut dire aussi, Wilfried, que moi j'aime bien expliquer la géographie quand même. Cette tempête arrivait ouest-sud-ouest et vous avez été un peu protégé par la pointe du Cotentin parce que Saint-Va, c'est exposition est-sud-est. Oui, en fait, c'est surtout le nord. Donc, le nord de la Manche l'a pris, et l'ouest de la Manche. Manche a pris de plein fouet. Oui. C'est vrai que nous, on a l'avantage d'avoir des plages plutôt à l'est. Donc, c'est un vent qui venait de terre. Pour nous, il vous arrivait dans le dos, quoi. Il arrivait par la terre. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pas de plein. Nord-est, qui est un problème pour nous. Et pas en pleine gueule, comme en Seine-Maritime, par exemple, où ça, où Fécamp, tout le bord de mer a été détruit. Je connais bien la ville. Donc, Wilfried, vos huîtres, les huîtres de chez Elie, elles ont quoi comme particularité ? Parce Jeff Quintin nous parlait de la façon d'élever dans sa rivière du Crac. Vous, c'est quoi le particularisme de ces baies de Seine, de ces bouts de baies de Seine ? Donc nous, il y a un peu 3 éléments. Donc 3 éléments, ce sont des parcs ostréicoles très anciens, puisque les huîtres de Saint-Va étaient acheminées à Versailles sous Louis XIV et avant. Elles sont arrivées depuis, rassurez-moi. Elles sont arrivées, il n'y a pas eu trop de retard. Voilà, tout arrive tous les jours, dans les moins de 24 heures. D'accord. Donc on a plusieurs caractéristiques. Donc la première caractéristique, c'est que ce sont le bout des plages de débarquement. Il y a des marées très importantes. Et donc ce sont des parcs qui découvrent beaucoup, qui recouvrent et découvrent beaucoup. Et ça permet aux huîtres, ça apprend aux huîtres de rester fermées. Donc il y a une phase qui s'appelle le trompage. Tromper les huîtres, T-R-O-M-P-E-R, c'est leur donner l'impression qu'elles sont à l'air libre ou dans l'eau régulièrement pour qu'elles restent fermées. Oui, pour pouvoir respirer, garder leur eau, quoi, en quelque sorte. Garder leur eau, donc et renforcer le muscle. Donc ça, c'est très important. La deuxième caractéristique, c'est qu'on est dans une région où il y a un terrain assez plat, donc on prend par des petits marécages un peu de matière organique, ce qui fait que ce sont des parcs avec beaucoup de nourriture. Donc ce sont des parcs où, comme je l'ai dit, qui ont toujours eu l'ostréiculture. Et puis la troisième caractéristique qui est assez importante aussi, c'est qu'on a des parcs très diversifiés. Donc on a des parcs à l'abri de l'île de Tatilou, on a des parcs en eau plus profonde, on a des parcs très brassés sur le bout des plages de débarquement. Et ça permet d'affiner les huîtres de façon optimale. Donc je ne sais pas si vous savez, mais il y a une huître, c'est entre 3 et 6 ans. Et au moins une fois par an, on balade nos huîtres d'un parc à un autre. Donc elles commencent sur des parcs derrière Tatillou, des eaux très calmes. Ensuite, on voit celles qui sont plus petites, on les entend dans les eaux profondes. Celles qui ont besoin d'avoir une coquille plus forte, on les met dans des parcs plus immergés. Et puis on a des parcs où il y a un brassage très important. Donc c'est un peu la machine à laver, un environnement de machine à laver, et elles sortent toutes blanches.
et toute lisse. Donc dans le huile, c'est important de Stonewash. C'est le gin Stonewash, quoi. Elles se frottent les unes aux autres. Ouais. Ils sont fortifiés par les événements, par le bon air et la bonne eau qu'on a chez nous. Le brassage. Alors, du coup, ça vous fait une variété d'huîtres, je dirais, assez large, parce que ce que vous proposez à la vente, on peut dire, il y a plusieurs goûts, quoi. Tout à fait. Donc, on a soit des huîtres plus ou moins grasses, donc c'est des taux de serre, et ça permet d'avoir un goût plus ou moins iodé. On a des huîtres qui sont aussi très, très limées en coquille, où il y aura un muscle plus important. Le muscle apporte un petit côté un peu sucré. Et puis, l'environnement des eaux de Saint-Va, ça apporte ce petit goût de noisette. Donc c'est le fameux goût de noisette. Voilà, les gens reconnaissent des huîtres de Saint-Va, c'est le petit goût de noisette, qui est un peu une sorte d'âpreté, hein, je dirais. Oui. Il n'y a pas la pistache, l'amande et tout ça, mais c'est plus la petite âpreté qui provient de cette eau de classe A, une belle eau et une diversité de bassins. Wilfried Petry, moi, je le dis depuis le début de cette émission, j'aime bien être un peu en opposition aux habitudes, aux mauvaises habitudes. C'est vrai que souvent, c'est un peu la période creuse après les fêtes. Les gens disent, non, les huîtres, ça y est, on en a mangé au réveillon. Alors que là, il y a une période magnifique qui s'ouvre sur les mois qui viennent. Non, je suis d'accord. C'est à la fois, c'est un produit très sain. C'est un produit détox, détox, où on a la protéine. Les protéines qui sont très à la mode. Tout le monde aime des aliments avec beaucoup de protéines. Il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de sels minéraux. Donc c'est un produit un produit santé, quoi, on pourrait dire. Voilà, c'est un produit qui se prend avec un peu de citron, un petit filet de citron, un peu de poivre ou un peu de... Et encore. Nature, c'est bon aussi. Oui. Aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est un produit qui est bien intégré dans son environnement. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est important. Il n'y a pas de surpêche dans l'ostréiculture. L'ostréiculture est en équilibre avec son environnement. Il n'y aura pas plus de bassins ostréicoles qu'il y en a aujourd'hui, parce que donc on a trouvé le bon compromis. Il y a un équilibre. Mais il y a un équilibre. Et puis ça n'impacte pas, ce que rejette l'huître, ça n'impacte pas la nature comme on peut reprocher à certains mammifères. Oui, tout à fait. Et même on dit parfois que ça a un bilan carbone négatif. Voilà. Donc ça prend plus de carbone que ça rejette de saloperie. C'est très bien, c'est merveilleux. Pour faire la coquille, tout à fait. Donc c'est un produit qui est très bon pour l'homme. Je crois que c'est un produit qui est bon pour l'environnement. C'est un produit festif, c'est un produit de partage, donc ça c'est le côté positif. On a une histoire de consommation d'huîtres qui est plutôt au moment des fêtes, mais je crois que vous avez raison. Il faut prolonger la fête. Voilà, il n'y a pas de mauvais moment pour partager, il faut prolonger la fête. Wilfried, un dernier mot. J'ai vu que vous aviez une bourriche spéciale Saint-Valentin, parce que là aussi il y a une fête qui arrive, là, début février. Voilà, donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, exactement ce que vous faites, c'est qu'il faut trouver ces occasions pour rappeler aux gens. Oui. Donc, la prochaine occasion, c'est à Saint-Valentin. Donc on a une bourriche de Saint-Valentin avec un petit filet d'huile à la noisette, un tout petit peu de poivre. Un peu de petite bouteille. Moi j'aime bien le poivre, j'aime bien le poivre blanc dans les huîtres, je le dis, je mets pas de citron mais je mets un coup de poivre. Justement, et on en termine avec ça, et on peut rappeler quand même, peut-être ça a un rapport avec la Saint-Valentin, que c'est un produit qui est aphrodisiaque ou pas?
C'est une légende ou ça fonctionne? Vous savez que les Romains disaient que les huîtres ils prenaient des huîtres comme un médicament. Donc ils les prenaient pour leur bienfait de la santé. Et je crois qu'effectivement, du temps des Romains, il y avait cette illusion-là. Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt l'éventuel coup de muscadet qui va avec, qui est aphrodisiaque. Bon, on n'ira pas plus loin et de toute façon avec une grande modération, sauf sur les huîtres. Merci beaucoup, Wilfried Pétry. La maison Élie, voilà, en Normandie, à Saint-Valahougue, au bout du Cotentin, et on est content de voir que vous n'avez pas souffert de la tempête Goretti. On se retrouve dans une minute parce que on parle détox, mais là on va parler de Dry January, le janvier sans alcool. Eh oui, c'est un vrai sujet. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, comme on le disait dans l'émission, des huîtres, mais il faut bien boire quelque chose. On va pas boire de l'eau de mer avec les huîtres. Alors en général, comme je le disais à l'instant avec notre dernier ostréiculteur, ça appelle peut-être le muscadet. Ah oui, mais attention, là, vous le savez, cette émission est spéciale détox et notamment ce fameux Dry January, le mois de janvier sec sur le sable. Et donc, je me suis dit, on voit partout fleurir des marques, des cuvées de vin sans alcool, de vin zéro, comme on les appelle. Donc, j'ai passé un coup de fil à un spécialiste parce que je veux avoir les idées claires. Moi, je suis pas très vin sans alcool, mais il va peut-être nous convaincre. Bonjour Vincent. Xavier Tuisa, meilleur ouvrier de France, sommellerie. Comment ça va, Xavier ? Extrêmement bien, le début d'année est fabuleux, donc bonne année à tous. D'accord, bonne année également. Alors, est-ce que l'année démarrant sans alcool est une bonne année pour un sommelier ? Ça, on va peut-être se poser la question, effectivement. Vous venez, alors pour votre actualité, vous venez de quitter, en tout cas de changer de maison, puisque vous avez quitté l'hôtel de Crillon où vous étiez chef sommelier. Et vous voguez vers quoi, Xavier, en un mot quand même ? Et oui, après 10 ans de bons et loyaux services au Crillon, il est temps pour moi de... Eh oui, c'est quand même 10 ans, hein, c'est pas si mal dans une vie, ça compte. Oui, surtout un jeune homme comme vous. Oui. Eh bien, en effet, maintenant, j'ai l'opportunité de continuer mon aventure avec Air France. D'accord. Puisque bien sûr, je m'occupe des vins de la compagnie aérienne nationale. Et puis en plus, je m'occupe de l'Orient Express, cette magnifique marque qui est sublime sur les navires, notamment avec Yannick Eleno. Oui. Et puis, bien sûr, j'ai créé ma propre maison, ma maison de sommellerie, qui va conseiller plusieurs domaines viticoles, plusieurs groupes hôteliers, et notamment avec mon bar à vin Grappille, qui va se développer, et ma cave à Paris. D'accord. Et oui. Donc, je suis assez occupé. Tant mieux, oui, c'est normal, hein, vous avez le talent et l'expertise pour ça. Je vous ai appelé, Xavier, parce que moi je suis un peu remonté contre un produit que je juge marketing, le vin sans alcool. J'ai envie de dire, vous voulez de Dry January, buvez de l'eau ou des jus de fruits. Mais bon, je sais que nos viticulteurs ont parfois du mal à vendre leur vin dans certaines régions et peut-être que c'est un appel d'air formidable. Alors, vous avez dit que vous êtes maintenant en charge de l'offre de vin à Air France. Ça tombe bien, j'ai reçu justement ce matin un mail annonçant French Bloom sur les lignes d'Air France. Ça m'a un petit peu choqué d'ailleurs, mais je me suis dit, oui, il y a une clientèle qui boit pas d'alcool, mais pour autant, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des vins sans alcool ? Moi, je vous pose la question de but en blanc. Alors, c'est une très bonne question, Vincent. En effet, pour reprendre le segment Air France, c'est uniquement sur la première. Oui. Donc, la fameuse première classe où on paye. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher pour la classe éco. Non. C'est simplement, on a également une clientèle qui boit moins en première et qui surtout a cette sensation de la bulle. Donc, Fresh Bloom, c'est quoi ? C'est une bulle qui vient de raisin du Languedoc-Roussillon. Oui. Et cette bulle était assez délicate, assez fine, et le jeu de trinquer avec cette bulle dans une flûte de champagne est aussi rapproche, crée du lien, du social, parce que surtout pour nos lignes qui vont au Moyen-Orient. Mais filez-leur du champomis. Filez-leur du champomis, que ça fait longtemps que ça existe quand même, la bulle dans le cidre désalcoolisé. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a voulu surtout rendre hommage à notre clientèle aussi qui ne boit pas d'alcool, Moyen-Orient. Vous voulez dire en fait le monde musulman
en fait, pour faire simple. Globalement, une ligne pour Air France très importante. Bien sûr, je me doute. Mais alors justement, quand on parle de Dry January, qui est en fait un moyen de se calmer sur l'alcool après les fêtes où on a parfois fait des excès, est-ce que la réponse unique, c'est le vin sans alcool? Non. Non, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Notamment, on peut s'amuser à goûter des crus, des grands crus de café, des grands crus de thé. Oui. Je faisais à l'époque au crayon des accords mezz-été exceptionnels. Oui, des infusions aussi. Des infusions remarquables, des décoctions, des cocktails réalisés par des artistes, mixologistes remarquables. On mettait en scène beaucoup de fruits, d'épices. C'est fabuleux. Donc on peut s'amuser avec cette gastronomie liquide sans alcool. Et c'est ça que j'aime promouvoir, c'est de donner du plaisir à nos convives, même ceux qui ne peuvent pas momentanément boire, soit pour des questions de santé ou évidemment de Dry January, mais l'intérêt doit être là. Et c'est notre métier de sommelier de donner du plaisir aux gens au restaurant. Et un grand thé d'exception, c'est toujours remarquable. Alors, parlons des vins sans alcool, puisque c'est très à la mode. Xavier Tuizat, moi je vous dis mon sentiment, je trouve que c'est un produit extrêmement marketé. Et effectivement, qui s'adresse à une clientèle, soit qui a un problème avec l'alcool, soit qui n'en consomme pas du tout. Mais moi, je n'ai qu'un problème avec les vins sans alcool. C'est pas bon. Enfin, moi, selon mon point de vue, ce que j'ai goûté, vous savez que je suis amateur de vin, j'en bois très peu. On en boit ensemble de temps en temps, d'ailleurs. Bah oui, mais franchement, c'est pas bon. Ou alors, dites-moi, vous qui goûtez tous les jours des tas de trucs, vous étiez la semaine dernière au Salon des vins bio de Montpellier. Vous avez fait des découvertes, des trucs qui sont buvables? Alors, il est vrai, Vincent, qu'il y a deux grands axes importants. La bulle ou pas la bulle. Ah oui. Et je dois dire une chose, c'est que quand il y a de la bulle, c'est pas si mal. Ça aide. Ouais, ça aide. ça crée le tactile en bouche qui nous manque dans le vin qui n'a pas de bulle. Et ça, c'est vrai parce que le vin sans alcool peut être un peu aqueux. Je pense qu'on est sur la voie, on n'y est pas encore, mais on y arrive. D'accord. Parce que quand je vois la bulle qui est vraiment précise, qui est nette, qui amène du tactile, du volume, de la gaieté dans le verre, je me dis qu'on a une voie qui est en train de se tracer, et pas plus tard que la semaine dernière, à Montpellier, je déguste des vins et je découvre une famille qui m'a laissé les bras ballants. Ah, carrément. Ça s'appelle, la famille Pugibet, qui est une famille à Béziers. D'ailleurs, et donc il y a des vignes qui est tout près de l'étang de Thau. D'accord. On parlait d'huîtres tout à l'heure. Oui, on a eu tout à l'heure Quentin Ovise, absolument. Oui. Et donc finalement, je goûte leur vin. Eux et Vincent, premier millésime de vin désalcoolisé, 2002. Donc ça fait 23 ans qu'ils font ça. Incroyable. Et je dois dire une chose, j'ai été bluffé par cette famille. Ça s'appelle Belle Rive, la cuvée, et c'est issu de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon et de cépages autochtones, de cépages surtout un petit peu résistants. Ces nouveaux cépages qui arrivent comme ça. Et sincèrement, Vincent, j'ai été bluffé par un arôme de miel sur Chardonnay qui était très prononcé, de fleurs blanches. Oui, alors il est vrai par contre, encore une fois, que la bouche manquait de texture. Ah bah oui. Mais au nez, l'arôme est souvent bien et on est déçu un petit peu derrière. Le toucher de bouche, comme on dit, dans votre métier. Le toucher manquait un petit peu, mais bon, j'étais quand même assez surpris. Et surtout, c'est l'histoire, Vincent, qui est remarquable. 23 ans d'expertise. Y a rien ne remplace ça, en fait. Complètement. Ils ne sont pas inventés hier une propension à faire du vin sans alcool. Oui. Et ce sont des raisins, Vincent, tous issus de la biodynamie. Intéressant quand même. Alors, on va me dire, c'est dommage de les passer sans alcool, mais oui. Mais ceci dit, Vincent, je préfère 1000 fois voir 1000 hectolitres de vin désalcoolisé et bu que 1000 hectolitres de vin vendus à la distillerie où le vigneron ne gagne pas d'argent. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même une notion que j'aime bien développer, c'est que French Bloom, on en parlait tout à l'heure pour Air France, achète, et ça je leur rends hommage sincèrement, le prix fort, le kilo de raisin au vigneron. Le prix qu'il le paierait pour faire des vins effervescents. Exactement. Et ça, je trouve que c'est un élément économique important. Ça sauve nos vignerons. En tout cas, pour l'instant, ça leur donne une alternative pour recycler leurs beaux raisins qui, malheureusement, parfois ne trouvent pas preneur avec du vin parce que on produit beaucoup en France, beaucoup trop sans doute. Bien sûr. Et finalement, de se dire, tiens, l'hectolitre de raisin,
le jus de raisin est quand même rentabilisé parce que c'est du vin, hein. Donc ils achètent du vin qu'ils désalcoolisent. Donc finalement, si le vigneron se dit tiens, je vends 3 cuves chez Fresh Bloom ou ailleurs, sachant qu'ils payent le prix fort, et ben moi ça me tranquillise pour eux un peu plus, je dirais. Rappelez-nous le nom de ce domaine parce que ça m'intéresse. Ouais. Vous me donnez envie. Ça s'appelle Belle Rive. Ouais. BELLERIVE, tout attaché. Vin languedocien sans alcool. Languedocien sans alcool, tout à fait. Eh ben, ils vont s'en inspirer du côté de Limoux, hein, peut-être. Hein, quand on aura des blanquettes sans alcool. Mais en tout cas, merci beaucoup, Xavier Tuzin. Merci Vincent, merci beaucoup. Vraiment, c'était. Vous me donnez envie de goûter, mine de rien. Vous êtes là pour ça. Hein, qui l'eût cru. À très vite, Vincent. L'émission s'achève et c'est ma détox qui commence. On s'achemine vers les infos de 11h, puis comme chaque dimanche, vous retrouverez les meilleurs moments des Chevaliers du Fiel. Alors eux, c'est pas la détox, c'est de l'intox à tous les virages. Hein. Bonne journée, à tout à l'heure. L'apéro, c'est 0 aujourd'hui avec plancha crudité. Ah bah oui, hein, on va jusqu'au bout du concept. Hein. Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Je vous gêne pas. On se retrouve dimanche prochain et je vous espère en pleine forme avec un bon coup de fourchette et un bon lever de coude. Ah, voilà, on va y revenir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.